Ça veut dire que, autant se dire, ça risque d'arriver en France quand même. Ça peut. Le bouquin de l'OMS, il est très clair. Enfin, je veux dire, le rapport de l'OMS, il y a marqué normes sexuelles pour les enfants européens. Ouais, voilà. Bon, alors il y a peut-être avec notre nouveau super sinistre, on pourra on peut imaginer qu'il puisse envoyer ses commandos donc pour forcer les gens à aller dans les écoles, quoi. Parce que là, on voit bien que les journées de Farida, non, et puis quand on regarde bien les choses autour, pourquoi est-ce que personne n'a dit dans ces médias, justement, c'était très facile de confronter Payon et Najwa Belkacem et Farida, et de voir qui apportait les preuves de quoi. Ça, personne l'a fait. C'est-à-dire qu'ils disaient, immédiatement, ils ont dit Farida, extrême droite, parce que amie de Soral et amie de Dieudonné. Mais personne n'a dit, venez sur le plateau, voilà, apportez vos preuves et qu'on regarde qui a raison et qui a tort. Donc c'est de la désinformation de nouveau flagrante. Oui, sur cette affaire, on en parlait ici, même avec la volonté de certains organes. Moi, je citais par exemple Canal+, qui a été partie prenante et qui a été là pour systématiquement démonter, on va dire, tous les opposants au mariage pour tous. Après, ils ont pris le relais sur cette affaire de la théorie du genre. J'imagine demain, ils prendront le relais encore sur tout ce qui va se débunker au fur et à mesure. Mais ils étaient, je trouve, au pied d'œuvre, en première ligne. Mais on est passé, avant les gens venaient tous en France de tous les pays parce que c'était l'instruction la plus complète, etc., la culture la plus complète. Maintenant on est 23e je crois sur 24, notre première université est 23e sur 24 en Europe. Et ils viennent nous dire qu'ils vont expliquer à nos enfants, alors là c'est pareil, ils nous ont dit mais c'est pour qu'il y ait l'égalité entre les garçons et les filles. C'est-à-dire qu'ils veulent nous expliquer que parce que les petits garçons vont jouer à la poupée et les petites filles vont jouer avec des camions de pompiers, ils auront l'égalité des salaires plus tard dans les entreprises. Mais c'est vraiment nous prendre pour des cons, et c'est dans tous les domaines, c'est franchement insupportable. Parce qu'il y a des pays, en plus, comme les pays scandinaves, qui ont appliqué les théories du genre, et ils en reviennent aujourd'hui, parce qu'ils les ont appliquées depuis longtemps. Eux, ils ont toujours été les pionniers dans plein de trucs, et on nous les a donné un exemple. Un exemple. Mais ils en reviennent en plus, c'est parce que j'ai vu en Norvège... On ne peut qu'en revenir. Ils en reviennent. À l'heure actuelle, nous, on est en train de l'appliquer, eux en reviennent. Ils disent que... Et ce qui est formidable d'ailleurs, parce qu'ils disent que avoir appliqué la théorie du genre et demander cette absolue égalité des sexes n'a fait que renforcer les filles justement à occuper certaines professions et les garçons des autres. C'est-à-dire que je crois, par exemple, à l'hôpital, on était à 98% de filles dans les fonctions hospitalières générales. Dans les écoles d'ingénieurs, on était à 98% d'hommes. Enfin, on est tombé à des extrêmes justement à cause de la théorie du genre. Et ils en reviennent, ils disent, oui, finalement, ça conforte que finalement, il n'y aurait pas une prédestination, mais en tout cas, il y a une attirance, je ne sais pas comment on peut appeler. J'ai des petites filles autour de moi, j'en avais encore dimanche chez moi. Je veux dire, les petites filles, je suis désolée, elles adorent les fées, elles adorent les princesses, elles adorent s'habiller en princesse. Et bon, alors effectivement, il y en a il y a toujours des gens, il y a toujours des petites filles qui voudront jouer aux pompiers et inversement. Mais je vois pas pourquoi on obligerait les enfants à voir telle chose ou à faire telle chose s'ils n'en ont pas envie. Ouais, parce que c'est ça, je voyais Najwa Belkacem qui disait oui, il n'y a pas assez de petites filles maçons, par exemple. Mais c'est une aberration. Parce que c'est le summum de l'ambition, c'est de devenir maçon. Je veux dire... Non, mais ce qui est dramatique, c'est que ils ont une façon de nous... Dès qu'ils veulent nous faire faire quelque chose, ils nous l'emballent toujours dans un truc très joli pour nous cacher en fait la réalité des choses. Et ça, je pense que par contre, ils n'auraient jamais dû s'attaquer aux enfants parce que en s'attaquant aux enfants, ils se sont attaqués aux mères. Et les mères sont... Je veux dire, quand on touche à leur progéniture, en général, ça fait très mal, quoi. Parce que là, on nous sort la phrase de Pierre Berger, louer un ventre ou louer des bras, quelle différence? Et de quoi je me mêle déjà, de quoi je me mêle, franchement. Parce que c'est loin quand même. Ce qu'il veut dire là, c'est quand même plein de sens. C'est une. Il n'a pas fait exprès, je pense. Mais parce qu'on est dans la marchandisation complète. Oui, mais c'est leur but. Ouais. C'est leur but. C'est évident que c'est leur but.
Ouais, parce que là, on pousse donc la déshumanisation. L'homme ne devient pas plus qu'il a une valeur que cette télécommande et un prix dessus. Finalement, c'est tout, quoi. On n'est plus attaché à ce qui faisait de nous l'humain, donc on respectait l'humain pour l'humain. Non, et puis ce qui est dingue dans tous ces trucs, y compris dans le bouquin de l'OMS, c'est qu'on ne parle jamais d'amour. C'est-à-dire on parle de procréation, on parle de sexualité, on parle pas d'amour. Or, je veux bien que, enfin je veux dire, Schopenhauer l'a dit il y a longtemps, il y a plein de gens qui l'ont dit, que l'amour c'était le leur pour que les gens continuent à procréer et que voilà, c'était la nature qui nous avait fait un tour de passe-passe pour que les gens, pour que la race humaine ne s'éteigne pas. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Quand on a envie de faire un enfant, c'est aussi souvent parce qu'on est tombé amoureuse d'un mec et inversement. Et pourquoi cette dimension est totalement occultée? Pourquoi, je veux dire, s'ils veulent parler du sujet, qu'ils en parlent en entier. Et en plus de ça, je considère que c'est absolument pas leur problème. C'est pas à l'école de s'occuper de ça, ni de l'éducation des enfants, ni... Maintenant, on a tout, je veux dire, les parents ont complètement abandonné l'éducation et abandonné tout ce qui fait... Avant, il y avait les parents et il y avait l'école. Le savoir, c'est à l'école et les parents, c'est l'éducation. Maintenant, on est en train de nous expliquer que non. Oui, parce que les Français... je me souviens de cette première affaire des mères porteuses. Tu t'en souviens aussi, c'est au début des années 90. Ça venait des États-Unis, bien sûr, puisque c'est là-bas qu'on expérimentait les mères porteuses. Quand ça arrive en France, il y a eu un premier exemple. Et d'ailleurs, c'était le premier et seul exemple, puisqu'immédiatement après, il y a eu une loi qui a interdit justement les mères porteuses, parce que les gens étaient choqués à l'époque. C'était choquant de se dire on va payer quelqu'un pour porter un enfant et que cette femme va abandonner son enfant après comme un vulgaire, finalement, marchandise ou un œuf, j'ai envie de dire. Enfin, non, et puis ça, on sait très bien aussi qui va porter ses enfants. C'est des gens qui ont besoin de fric. Qui ont besoin d'argent. Et donc, où elle est l'égalité, où elle est la sauvegarde des humains là-dedans et de la précarité. Je veux dire, d'un côté, ils détruisent et de l'autre, non, ça tient pas debout. Parce que ça, c'est une dimension qu'ils veulent pas voir, de nous dire que finalement, il y a un rapport aussi de lutte sociale, parce que forcément, les femmes qui vont porter ces enfants seront pauvres. Et ceux qui vont les acheter seront des gens très riches, quoi. Enfin, c'est quand même ce rapport-là. Mais on a des gouvernements qui sont humanistes, donc ils vont donner 2 euros de plus par fiche de paye. Donc, si tu veux, c'est pour lutter contre la précarité. Voilà, ils vont louer. Non, parce que je trouve vraiment, c'est vrai que Pierre Berger, elle est très loin avec sa phrase, peut-être comme tu dis, sans s'en rendre compte, mais il nous a donné une déshumanisation. Je pense que ça lui est sorti tout seul, mais... c'est le fond de sa pensée, franchement, mais là, pareil, je veux dire, si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense qu'on en aurait entendu parler. Hein. Oui, oui. Là, je veux dire, les médias traditionnels, comme tu dis, personne l'a relevé. Hein. C'est juste les dissidents. Autrement, les gens ont trouvé ça tout à fait normal. Alors, on nous demande comment protéger ses enfants. Je crois que comment protéger ses enfants, je crois que la première des choses, c'est apprendre à dire non. Se rendre compte qu'on n'est pas informé, on est intoxiqué par ceux qui veulent nous faire faire. Et deuxièmement, il faut apprendre à dire non. Parce que ça fait des années qu'on nous dit il faut manger ça, il faut penser comme ça, il faut sortir à telle heure, il faut regarder tel programme de télé, il faut... Et merde, je veux dire, avant, les gens se passaient le savoir quand ils apprenaient un truc et quand ils... Pourquoi, je veux dire, ils savaient qu'il fallait planter à la pleine lune ou le lendemain de la pleine lune, etc. Maintenant, tout ce savoir-là est occulté et je pense qu'il faut revenir aux basiques, aux bases, partout, et dire non, surtout apprendre à désobéir. Moi, je vois dans les conférences, je pense que c'est le plus gros problème de notre société. C'est-à-dire que les gens sont morts de trous, ils ont peur d'être malades. Tout le monde, hein, quand je dis les gens, j'en fais partie. On a peur d'être malade, on a peur de tout. Et les gens ont peur de désobéir. Souvent, les gens viennent me voir et me disent « Je suis contre la vaccination, mais qu'est-ce que je fais ?» Mais si tu es contre, je veux dire, quelqu'un qui est contre, il a la réponse, non? Si on leur disait voilà un verre d'arsenic, donne-le à ton gosse, il dirait ah ben non, c'est du poison. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile de désobéir à l'autorité? Si l'autorité était bonne, mais de toute façon, elle ne peut pas être bonne. C'est ce qu'ils reprochent aux sectes, mais c'est ce qu'ils font. Je veux dire que la seule chose qu'on puisse donner à nos enfants et à tout être humain, c'est la liberté. Et ça aussi, c'est inscrit dans la Constitution, mais personne ne... Enfin, c'est bafoué toute la journée et personne ne dit rien.
Mais je veux dire que les gens, quand je dis les gens, encore une fois, moi y compris, qu'on apprenne à penser tout seul. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dise il faut que tu penses comme ça, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu manges ça. Et pourquoi? Les gens ont complètement abandonné le fait de penser par eux-mêmes. Et je pense que s'il y a une chose qu'il faut qu'on arrive à acquérir de nouveau, c'est ça. Et moi, je pense que si je me suis engagée dans ce combat, c'est pour ça. C'est parce que je me suis fait bananer pendant des années et je m'en suis pas rendu compte. Et je veux que mes enfants, mes petits-enfants, je veux qu'ils sachent qu'ils n'ont pas à obéir, il faut qu'ils comprennent par eux-mêmes et qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Et surtout qu'on ne leur fasse pas faire les saloperies qu'on leur fait faire. Alors on nous dit qu'on nous a mis des liens pour des usines à bébés en Inde, hein, donc ça existe déjà. Des usines à bébés, hein, donc des bébés... c'est vraiment... J'ai vu, il y a eu un truc qui est passé il n'y a pas très longtemps d'un couple de Japonais qui justement a fait la gestation pour autrui. Ils ont loué un ventre et ils ont fait fabriquer un enfant. Ils ont fait fabriquer un enfant, puisque c'est comme ça. Et entre-temps, ils se sont séparés. Donc maintenant, personne ne veut de ce bébé. On fait comment? Voilà, ça se pose. Voilà. Ça, c'est pas un problème? Voilà. Excellente cas pratique, si j'ose dire, de ce qui va se passer, quoi. Ouais. Et puis non, enfin, je veux dire, faire fabriquer un enfant, payer un enfant avec sa carte bleue et tout, enfin, moi je suis désolée, ça me choque profondément. Moi aussi, je trouve que c'est une déshumanisation, une capitalisation jusqu'à l'être humain. C'est nous enlever toutes les dimensions, mais ça aussi, quand on recherche dans l'histoire, même contemporaine, on se rend compte que ça aussi c'est voulu, enfin ça a été pensé et voulu. C'est-à-dire, il y a, par exemple Brzezinski, qui est le penseur de la trilatérale, qui a dit il y a 30 ans que dans 20 ans ou 25 ans, c'est-à-dire on est en plein maintenant, la société, il appelle ça la société du 20-80, c'est-à-dire 20% des humains suffiront à faire tourner la machine, le système, les 80 autres ne serviront à rien, donc ils ne gagneront pas d'argent puisqu'ils n'auront pas d'emploi et donc ils n'auront pas d'argent pour les loisirs ni rien. Donc il a dit il faut absolument mettre en route la théorie du tititainment. Titi pour tits, parce que la poitrine en anglais c'est tits, et entertainment. Et donc c'est bercer les êtres humains comme on berce un enfant sur la poitrine, comme un enfant s'endort sur la poitrine de sa mère. Et il dit il faut faire ça avec la nourriture spirituelle et la nourriture physique. Et on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que quand il a dit ça il y a 30 ans, quand on regarde la nourriture physique la nourriture qu'ils nous font bouffer physique, elle est dégueulasse, elle rend les gens stériles, elle les rend malades, etc. Et la nourriture intellectuelle, on voit ce que ça donne quand on regarde les émissions de télé-réalité, etc. C'est fait pour faire penser les gens. Et les gens sont totalement paniqués quand on leur dit de penser par eux-mêmes. Ouais, parce que ça, c'est super important ce que tu dis, parce que il y a quelqu'un tout à l'heure sur le chat qui disait ils ont un plan de, on va dire, dépopulation, quelque part. Et en empoisonnant les gens avec la santé, avec l'alimentation, il y a un objectif de dépopulation, de se débarrasser d'une partie de la population. Toi, tu souscris aussi à ces thèses, parce qu'on en voit beaucoup. Ce que tu me dis là, pardon, ça rentre un peu dans ce schéma-là. Moi j'ai résisté à cette idée pendant 4-5 ans parce que je me disais de toute façon il y a une chose qui est sûre, c'est que leur intérêt c'est de nous rendre malades, parce que plus on est malade, plus on achète leurs produits, que ce soit l'industrie pharmaceutique ou que ce soit, je veux dire, quand on regarde ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique, ils ne cherchent plus des médicaments, tu parlais du docteur Gernez tout à l'heure, ils ne cherchent pas les solutions pour que l'être humain soit moins malade, ils cherchent des solutions pour nous vendre leurs médicaments. C'est-à-dire, ils créent des maladies pour nous vendre des médicaments. Ils ne créent plus des médicaments pour soigner les maladies. Ça, c'est clair. Et pendant ce temps, on fait marcher le commerce. Plus les gens sont... Et en plus, avant, les gens mouraient d'une épidémie. Bon, ils mouraient, ok. Mais maintenant, ils restent malades. On reste malade 20 ans, 30 ans. Quand tu vois le diabète, le cholestérol, tous les trucs qu'ils ont inventés. On vous a parlé même du sida et tout. Les psychotropes, etc. Voilà, tu prends ça à vie. Pendant 30 ans, 40 ans, tu prends... Et puis, tu prends un médicament contre les maladies, parce que tu as une maladie de cœur, ça te donne du diabète, tu prends une maladie contre le diabète qui te donne des palpitations cardiaques, etc. etc., etc. Pendant ce temps, le commerce marche.
Qu'il y ait une volonté des populations à côté, oui, je pense. Parce qu'on entend quand même des paroles qui sont un peu bizarres. Et pourtant, je te dis, j'ai résisté pendant au moins 4-5 ans. Mais on en parlait un petit peu tout à l'heure. Quand on voit, au début, on se dit c'est que pour le fric. Bon, après, quand on se rend compte que ces gens-là ont un fric tellement colossal que ça peut pas être pour le fric, ils en ont déjà tellement que bon. Et puis quand tu as 40 baraques dans le monde entier, je voudrais franchement savoir ce que ça te fait quand tu as 200 mètres carrés ou 600 mètres carrés avenue Foch et que tu y passes une fois par an quand tu es en transit pour aller à Pékin ou machin. Tu rentres dans un appart où tu n'as pas vécu pendant un an, où tout est à sa place, etc. Mais enfin, quelle joie tu peux avoir, tu vois. Bon, donc c'est pas ça. Le pouvoir, ils l'ont. Ils ont tout le pouvoir de la terre. Donc il y a forcément une autre dimension. Et puis il y a quand même des phrases inquiétantes. Je veux dire, tu as le vice-président de Goldman Sachs qui a dit je fais le travail de Dieu. De Dieu, bien sûr. Tu as, je sais plus, Bill Gates dans une vidéo qui parle de la surpopulation et qui dit mais pourtant on fait tout ce qu'on peut, y compris avec les vaccins. Y compris avec les vaccins. C'est pas anodin. C'est pas anodin, donc voilà. Et puis par exemple, on prend, ils sont allés, toujours pareil, Bill Gates, Warren Buffett, etc. Ils ont acheté 7 ou 8 millions de vaccins pour aller vacciner les petits Africains contre la polio. Et maintenant, ils meurent du virus vaccinal. Donc, je veux dire, ça fait marcher le commerce. Point. C'est vraiment le cercle vraiment. Et en plus c'est faux parce que je veux dire quand ils disent on pourrait pas nourrir l'humanité, bon c'est vrai que la surpopulation est un problème, mais c'est surtout un problème pour eux parce que c'est beaucoup plus facile de gérer 500 millions de personnes que de gérer 8 milliards ou 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Oui, un petit nombre, on connaît tous aussi. Et puis je pense que Pierre des Gladstone. C'est quand même quand tu regardes tout, l'entonnoir se resserre et il est quand même assez compact et assez. Tout va dans la même direction. C'est-à-dire en même temps que la théorie du genre, tu t'aperçois qu'ils essayent de faire passer une loi, comme quoi par exemple une loi fiscale où si les deux parents ne travaillent pas, ils n'auront plus droit à l'abattement fiscal pour enfants. Ça c'est pourquoi pour obliger les femmes à aller travailler. En période de chômage où tu as 10% de la population qui est au chômage, quel est le but de vouloir envoyer en plus les femmes travailler alors qu'il n'y a pas de travail? On marche sur la tête. Il parlait aussi d'interdire l'éducation à la maison. Oui. Tout ça, c'est pas anodin quand même. Ça va bien quand même dans le sens de contrôler la population, de contrôler l'éducation et de contrôler la procréation. Donc ça peut pas être dans un but anodin. Et ça peut pas être non plus des coïncidences, parce que les coïncidences, ça va comme ça. C'est pas. Là, c'est très orchestré quand même. On voit que ça va dans le même sens, vraiment. Tout se rejoint. C'est pour ça que je comprends bien le lien que tu fais. Et puis le fait quand même que tous les pays du monde, au même moment et le même objectif, franchement, si c'est un hasard. Ils sont tous réveillés, le mariage, la GPA, le machin, tous en même temps. Et voilà. C'est pour ça que j'en avais parlé une fois dans une émission ici où je disais que ça ressemblait fortement au nouvel ordre mondial et qu'il était bien là déjà et que ce gouvernement mondial, en tout cas, même s'il n'est pas apparent, quelque part, il est déjà en action sur... Non, et puis tout, je veux dire tout, on nous bassine dès qu'il y a le moindre truc, par exemple quand Farida a sorti ses journées de retrait de l'école, immédiatement on nous a parlé de nos valeurs républicaines qui étaient attaquées, de la démocratie. Chaque fois qu'il y a une merde, on nous parle de la démocratie et des valeurs républicaines. Mais quand est-ce qu'ils les respectent, eux ? C'est quoi la démocratie? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors pourquoi on ne nous tient pas au courant? Pourquoi les décisions qui impliquent nos vies sont prises par des gens dans des assemblées de gens non élus, comme le Bilderberg, la Trilatérale, le CFR, le Siècle en France? Elle est où la démocratie là? C'est-à-dire on va voter pour des pantins, et à côté de ça, ces pantins-là sont juste là sont des preneurs d'ordre, et ils sont dans le cercle de gens qui doivent faire appliquer les décisions qui sont prises dans ces comités. Mais ces comités sont des assemblées de gens non élus. Ce sont des gens qui ne sont pas élus par nous, par les peuples, qui prennent les décisions, qui engagent nos vies. C'est pas nos politiques ils n'ont rien à dire. On le voit d'ailleurs.
ils sont un peu, j'ai envie de dire, ils marchent au pas derrière, quoi. Et puis ils s'en foutent, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tellement paniqués et qu'ils nous disent ah ben non, mais là c'est les valeurs de la République et le Front républicain, et donc il faut pas voter pour le Front National parce que il faut voter utile. Et ça, depuis que je suis née, j'entends dire qu'il faut voter utile. Mais alors on s'est bien planté, parce que je veux dire, je vois pas où est l'utilité pour nous. Plus on va, plus on galère. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas où est le vote utile là-dedans. Hein. Ça va très très mal. Bah, c'est vrai, voilà, on me dit Claire, c'est vrai qu'à tout compris du mondialisme, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont surtout. Bon, je sais que le public Méta TV, il est à fond avec toi. Mais non, mais moi, ça me révolte. Quoi. Ouais. Je veux dire, je comprends pas que les gens se lèvent pas quand on nous parle de valeurs de la République. Mais il faut arrêter, quoi. On a juste une valeur pour eux. On en a deux, en fait. La première valeur, c'est de consommer. Et jusqu'à se rendre malade du moment qu'on bouffe leur merde. La deuxième valeur, c'est de mettre le bulletin dans l'urne. Une fois qu'on a... Jusque-là, ils nous chouchoutent. Hein. On est vraiment... on a tous les droits. Et puis, dès qu'on a mis le bulletin dans l'urne, on peut aller faire un grand tour parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. Plus besoin de nous. Ils ont besoin de rendre des comptes aux gens qui ont payé leur campagne. Mais nous, ils n'en ont rien à battre. Et d'ailleurs, ils nous le disent. Mais simplement, en allant mettre notre bulletin dans l'urne, on leur donne une légitimité. C'est-à-dire qu'après, quand on gueule ou qu'on n'est pas content, ils nous disent mais de toute façon, c'est le gouvernement que vous avez élu, donc de quoi vous vous plaignez, il ne fallait pas les lire. Et après, après, on dit bon, c'était la droite, donc on va voter contre la droite, on vote à gauche. Ensuite, on va voter contre la gauche, on vote à droite. Mais de toute façon, ils ont tous les mêmes patrons. Donc ça sert à quoi? Et elle est où notre liberté à nous? Alors là, justement, on nous dit bonsoir, concernant nos animaux domestiques que l'on adore, et aussi on les massacre, on les désanimalise en les forçant à ne plus chasser pour suivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. À les forcer à ne plus chasser pour vivre, en fait, pour survivre. Nos animaux domestiques, moi je vois pas si mon chien va attaquer les poules, je suis pas d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, les chats, on peut pas les empêcher. Hein. Les chats, ils vont toujours attraper. Les chats, ils vont attraper les souris, etc. Oui. Mais oui. Alors, on me dit, vu la gravité du sujet de ce soir, ce qui doit nous permettre de continuer la route sans avoir des idées suicidaires, c'est dire que tous ceux qui sont la cause de nos malheurs vont aussi mourir un jour dans les mêmes conditions que la plupart d'entre nous, à moins que ces enfoirés ne se trouvent un moyen de se refaire sur une autre planète. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Alors on nous dit, on nous demande aussi si dans les pays un peu qui sont, on va dire, hors du cercle mondialisme, de l'euro-mondialisme, comme la Russie ou l'Iran, est-ce que la nourriture est meilleure? J'ai vu cette question, je ne sais plus qui l'a posée, mais... Non, je sais pas. Tu sais pas un peu si... La dernière fois que je suis allée en Russie, c'était pas terrible, mais effectivement, depuis ça a beaucoup changé, donc je sais pas. D'accord, parce que bon, on sait qu'ils sont, c'est vrai, un petit peu quand même en dehors des circuits. Effectivement, à part la Russie peut-être, je pense qu'on est tous bien contaminés quand même. Ouais. Parce que ça aussi, ça n'a pas été fait au hasard. Hein. Quand on regarde bien l'historique, je veux dire, c'est après la Deuxième Guerre mondiale où d'un côté Rockefeller et de l'autre côté I.G. Farben en Allemagne, qui s'étaient accoquinés et qui vendaient du pétrole aussi bien aux nazis qu'aux alliés. Et après, ils se sont dit, putain, ce serait bien si on pouvait vendre comme ça. La mondialisation, d'après Pierre Hillard et tout, elle a commencé bien avant, bien avant. Mais en tout cas, je pense que c'est là où vraiment ça a éclaté. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre la mainmise sur le monde. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire, ils nous ont vendu l'ONU en nous disant il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre. Ça c'est génial, quand on sort de 2 guerres, 3 guerres même extraordinaires, on se dit purée, c'est bien, il n'y aura plus de... Bon. Après ils ont fait l'OMS, ils ont fait l'OMC, en nous disant toujours l'emballage est extraordinaire. L'OMC, ça a été... Non, l'OMS d'abord, ça a été pour que tout le monde ait accès à la santé, tout le monde... Voilà. Après, on se rend bien compte que par exemple, quand le Brésil a demandé à fabriquer la trithérapie, ils ont eu tous les labos sur le dos, donc si c'était pour le bien de l'humanité, ils auraient laissé faire. Ouais, la Thaïlande aussi, j'ai vu. Ouais. Donc après il y a eu l'OMC pour dire les normes et le Codex Alimentarius, qui est vraiment la plus grosse saloperie. Mais quand on regarde aussi historiquement, c'est l'ancien patron d'I.G. Farben Auschwitz, Fritz Termer, qui après Nuremberg, à Nuremberg il a été un peu inquiété, mais pas trop.
Et entre-temps, son acolyte Rockefeller était rentré au gouvernement américain. Donc il l'a fait ressortir, il avait pris 4 ans de prison, il l'a fait ressortir très très vite. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner du pognon maintenant que leur truc était tombé à l'eau. Et ils ont fait dans toutes ces institutions supranationales, parce que ça leur permettait de vendre leurs produits dans le monde entier sans avoir chaque fois à aller demander à chaque président ce qu'on peut, en ayant des institutions supranationales, ces institutions qui ont été fondées par les mêmes gens, y compris les instances de sécurité, ont été fondées par les mêmes gens, y compris les sociétés secrètes, c'est les mêmes gens qui sont derrière. Alors évidemment c'est un hasard, mais bon. Donc ça leur a permis de vendre leurs marchandises dans le monde entier sans avoir à demander de permission. Et le codex maintenant, c'est vraiment terrible parce que tout ce qui n'est pas référencé codex n'a plus le droit d'être en vente. Et en plus de ça, les pays qui voudraient peut-être rester un petit peu à l'écart, s'ils restent un petit peu à l'écart du codex, ils vendent pas. Donc c'est eux qui demandent à être référencés codex pour la plupart des trucs. C'est diabolique, je trouve. C'est vraiment diabolique. Parce que voilà, les seuls qui pourraient justement résister entre guillemets, mais tout est fait pour que ça tombe. Parce qu'on dit c'est un peu une espèce de chantage quoi finalement. Dans ces pays. Ouais. Et puis on ne peut pas faire grand chose parce que pour référencer, par exemple pour qu'une semence soit référencée codex, ça coûte 400 000 euros. C'est pas le petit paysan du coin qui a une tomate extraordinaire qui va pouvoir en faire quelque chose. Donc il est forcément illégal et donc sa semence sera forcément interdite. Mais nous, c'est là aussi où on voit que tout se rejoint. C'est-à-dire que maintenant, les seules semences qui sont en vente, à part Cocopelli et 2-3 organisations qui luttent comme ça, tout ce qui est en vente est référencé codex. Et les seuls qui ont les séquences ADN de tout le reste, c'est les mêmes. C'est-à-dire que dans leur coffre-fort... Donc si demain ils décident par exemple de nous affamer, on ne peut rien faire. Et s'ils nous coupent les 200 semences qui sont dans leur catalogue et qu'on n'ait plus les séquences ADN des vieilles semences, on ne peut plus bouffer. Et en plus, la pollution OGM fait que dans quelques temps, si on ne se lutte pas maintenant, on sera obligé de bouffer des OGM. Sinon, on ne bouffera pas. Et comme l'être humain a quand même faim de temps en temps, entre une culture OGM et rien... Parce qu'à terme, c'est ça, il n'y aura plus que des OGM. Quoi. Ouais. C'est un peu ça. Quoi. Ouais. C'est terrible. On nous demande, allez-y pour les dernières questions. Madame Sévrac, avez-vous des solutions à mettre en œuvre pour contrer cette caste pharmaceutique et d'OGM ? T'as expliqué de façon de la seule solution que je vois, c'est de dire non et de le faire dans tous les actes de nos vies. Alors bien sûr, il y a des ratés. Moi, je veux dire, Dieu sait que je suis parfaitement consciente du problème. Je pense à peu près, au moins, peut-être un peu plus que la normale des gens. Mais moi aussi, j'ai des ratés. Moi aussi, des fois, je mange des trucs qui sont moyens. Mais je pense que ça commence déjà devant notre porte. Chacun doit balayer devant sa porte et chacun doit essayer de résister, chacun doit essayer de manger, arrêter d'aller bouffer des trucs de merde dans les grandes surfaces, arrêter de bouffer de la viande industrielle, parce que ces gens-là sont... Je ne sais plus qui c'est qui me disait ça quand j'ai commencé mon enquête, c'est Jean-Pierre Berland, qui m'a dit, ces gens-là sont pas des... Ils vendent des médicaments parce que ça marche, ils vendent des OGM parce que ça marche, mais ils pourraient aussi bien vendre des voitures ou des couches-culottes, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec le bio. Il y a 5 ans, il n'y avait pratiquement pas de bio. Il y avait des petits magasins qui avaient 3 tomates pourries ou 2 patates comme ça et tout. Depuis qu'ils ont vu que le créneau bio était un créneau porteur et qui pouvait rapporter de l'argent, on ne peut plus rentrer dans une grande surface sans voir un rayon bio qui fait 200 mètres carrés. Donc, Colline Serrault l'a dit aussi, il y a plein de gens qui le disent et on est tous d'accord là-dessus. On a un pouvoir qui est extraordinaire, on a le pouvoir du porte-monnaie. Et ces gens-là, la première chose qui les intéresse, c'est le pognon. Donc arrêtons de leur filer notre pognon. Et en plus, comme dit très bien Colline Serrault, ce sont des gens au pied d'argile. Si on arrête de leur filer notre fric, s'effondre. Voilà. Donc ça commence par notre conscience à chacun et notre résistance à chacun.
Et Pierre Rabhi le dit aussi, il dit Pierre Rabhi maintenant aussi, avoir un potager, c'est entrer en résistance. Oui. Oui. Pierre Rabhi aussi, qu'on Le invitera problème, prochainement. le problème, ce qui est génial aussi, c'est qu'on se rend compte que quel que soit le domaine d'enquête, que ce soit Farida, que ce soit Marion Sigaud, que ce soit Pierre Hillard, quel que soit le domaine dans lequel on enquête, quand on se retrouve, on est tous d'accord sur la même chose. On retrouve les mêmes gens derrière, les mêmes magouilles derrière, la même façon de fonctionner, le même plan. Donc voilà, les gens, il faut que ça commence par les gens qui sont au courant, et il faut qu'on se l'applique à nous-mêmes d'abord. Moi, je prêche pas, je demande à personne de me croire, je dis simplement à les gens qui sont conscients, il faut commencer par le faire soi-même. Eh ben, mettons-y nous tous, si j'ose dire. Hein, on arrive à la fin de cette soirée. Et, voilà, je pense que c'était une très belle conclusion de dire que de toute façon, si on veut ce changement, il faut commencer par nous-mêmes et commencer par. On a souvent parlé ici, arrêter effectivement d'aller acheter certains produits. En plus, c'est meilleur pour notre santé. Donc on fait un double acte pour notre corps et pour les virer. En tout cas, merci beaucoup Claire d'être venue. Merci à tous d'être là. Voilà, moi aussi je vous remercie LKG, Kero, Métan de Cagoule, Pétac, Expérance, Stivinou, Tête de Cacahuète, Baptistophe, Matt, Yen, mon cher Alasso, Libertal, Sassa, Teté, Sad Quenel, le roi de la quenelle, Alice Bock. J'ai pas fait exprès, mais j'ai mal là que personne n'y voit. Ah non, mais t'inquiète pas, ils sont immunisés, tu vois. Auto-immunisés. Il n'y a pas de problème. Voilà, tous les métanautes, Scorpion, Faille, etc. Je peux pas tous vous citer, vous êtes tellement nombreux maintenant. J'oublie pas évidemment Mamen Pirate, Verbal, Kint et Cyrine. On vous passe de son, vous savez, plein de bisous. Toujours Barat Tribord, Daniel Q, etc. Les Victor Doom Doom, voilà, parce qu'ils sont pleins et comme je t'ai dit, on a un lien très particulier entre nous. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà, gros bisous à vous tous. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Demain, ce sera Pascal Sefranc, l'invité. Donc Pascal Sefranc, la figure de Génération pour les amateurs de rap, vous connaissez, voilà, Génération.fm, voilà, ce sera Pascal Sefranc, donc on va parler rap français. Et merci encore Claire, merci beaucoup. Ciao ciao à tous, parce que vous savez bien, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À vous la régie. Ciao.